En France, entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurément chaque année. Cela représentait en 2016 7,6% des naissances, soit une naissance toutes les 8 minutes. Ce chiffre paraît élevé, très élevé au regard de la méconnaissance générale de la prématurité. Une méconnaissance qui était aussi la nôtre avant qu'on y soit confrontés nous-mêmes. La prématurité est une préoccupation bien lointaine pour la plupart des futurs parents, mais bien que ce soit un sujet anxiogène, il est selon nous crucial de l'aborder quand on sait le nombre de familles concernées chaque année, et parce qu'être sensibilisé à la prématurité peut permettre, le cas échéant, d'accompagner ou d'être accompagné de manière adaptée. Notre fils est né à 6 mois de grossesse, soit 3 mois avant le terme. Et au moment où nous tournons cette vidéo, il a un peu plus d'1 an et il est en pleine forme. Nos premiers mois à 3 ont été, vous l'imaginez, compliqués car nous les avons traversés dans le cadre de l'hôpital. Mais nous avons eu la chance de ne pas rencontrer de problème majeur. Notre petit bonhomme s'est battu avec une force incroyable. Il a été accompagné par des équipes soignantes que nous ne remercierons jamais assez. Et nous avons quant à nous été à ses côtés du matin au soir pendant chacun des 62 jours qu'a duré son hospitalisation. Cela a été possible bien sûr grâce au soutien de nos proches. Notre expérience de la prématurité n'est pas exempte de souffrance, mais elle est marquée par l'espoir, frêle au début, qui se consolide jour après jour et par la résilience que nous a inspiré d'abord la rage de vivre de ce si petit bébé qui nous a montré la voie. Par la conviction aussi que notre rôle de parent est décisif, qu'il est vital même pour notre bébé. Au final, par beaucoup de moments de bonheur aussi, à la saveur très particulière. Notre parcours nous a convaincus de la nécessité de nous engager pour que la prématurité soit mieux comprise et mieux accompagnée. De quoi parle-t-on quand on parle de prématurité ? Une grossesse dite normale dure entre 38 et 42 semaines. Avant cela, on parle de naissance prématurée. Mais en réalité, il va exister différents niveaux de prématurité. À partir de 37 semaines d'aménorrhée, le bébé est considéré comme né à terme. La prématurité est dite modérée lorsque le bébé naît entre 32 et 36 semaines incluses, ce qui concerne environ 85% des naissances prématurées. On va parler de grande prématurité quand le bébé naît entre 28 et 32 semaines. Ça représente à peu près 10% des naissances prématurées et c'est le cas de notre fils qui est né à 29 semaines. Et enfin, il y a la très grande prématurité lorsque le bébé naît avant 28 semaines. Cela représente à peu près 5% des naissances. Les causes de la prématurité sont multiples. Certaines sont aujourd'hui bien connues et bien accompagnées, mais d'autres restent encore inexpliquées. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous conseillons de consulter le site de l'association SOS Préma qui est vraiment très bien conçu. Vous vous en doutez, la prématurité a de nombreux impacts à court, moyen et long terme. À court terme, il s'agit d'accompagner l'état de santé fragile du bébé et de l'aider à se développer selon une trajectoire aussi similaire que possible que s'il était encore dans le ventre de la maman. Nous avons fait partie de ces nombreux parents sans doute qui, pris dans ce tourbillon qu'est la prématurité lorsqu'elle arrive sans prévenir, pensaient que le bébé, bien qu'il soit né trop tôt, bien qu'il soit fragile, aurait les mêmes capacités qu'un enfant né à terme. Évidemment, il n'en est rien, un bébé n'est mature qu'à 37 semaines d'aménorrhée environ. Avant cela, même s'il naît, il reste immature et doit être installé dans des conditions particulières pour se développer à son rythme comme il l'aurait fait in utero. L'immaturité du bébé prématuré est multiple et elle va dépendre du niveau de prématurité. Elle concerne particulièrement la peau, le système nerveux central, et notamment le cerveau, les poumons, le système digestif, le cœur, le foie et les reins. Nous sommes programmés pour développer certaines fonctions à un moment donné, même s'il existe bien sûr des différences d'un individu à l'autre. Par exemple, la déglutition ne se met en place en moyenne que vers 34 semaines. Or, pour que le bébé puisse se nourrir grâce à la tétée, il doit avoir la déglutition et la succion. Donc avant cela, il est nécessaire que le bébé soit nourri par sonde. De même, le niveau d'immaturité des poumons nécessitera une aide respiratoire d'importance et de durée variable. C'est pour cela que l'environnement dans lequel évoluent nos bébés prématurés est particulièrement médicalisé. Vous aurez des incubateurs, des couveuses lorsque le bébé ne régule pas encore sa température, un ventilateur pour l'aider à respirer, un scope, un oxymètre pour le pouls, des cathéters et encore d'autres accessoires. Tout fait peur lorsque l'on découvre cet environnement si particulier auquel on s'adapte néanmoins rapidement, avec son spectacle son et lumière incessant, souvent agaçant et stressant.
et parfois aussi rassurant parce que toutes ces machines permettent de surveiller chaque petit changement de notre bébé. Au-delà de ces impacts à très court terme, à moyen et à long terme, il y a aussi des conséquences potentielles. D'une part, les conséquences possibles de lésions cérébrales, des séquelles physiques également possibles pour les cas les plus graves. Et puis les enfants nés prématurément sont davantage sujets aux troubles du comportement ainsi qu'aux difficultés d'apprentissage. La prématurité, c'est également un traumatisme pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les parents, puisque cette image idéalisée de la naissance vole complètement en éclats. Le deuil d'une grossesse et d'un début de parentalité normaux n'est pas facile, d'autant qu'il se fait dans un quotidien qui est complètement chamboulé, où va peser l'incertitude constante de l'état de santé de notre bébé, dans un rythme complètement aliénant, où jour après jour on est marqué par les allers-retours à l'hôpital, les soins, les rendez-vous médicaux, l'incompréhension parfois de l'entourage. Donc à tout ça s'ajoute tout un système médical français qui, dans la majeure partie des cas, sépare les bébés et les parents. C'est un univers ultra médicalisé qui est pensé principalement autour du soin et rarement autour des bébés. Souvent, il n'est pas possible de rester auprès de son bébé dans des conditions correctes. Par exemple, nous sommes restés des heures auprès de notre bébé sur une chaise pliante ou sur un tabouret, ce n'est pas extrêmement confortable. Ça n'incite pas forcément à rester. Ça ne nous a pas arrêtés pour autant, mais plongé dans cet univers, il est vraiment difficile de reprendre sa respiration et pour certains de ne pas couler. Il peut y avoir un déni de la situation, un sentiment de culpabilité, des difficultés à faire face aux épreuves, des dépressions ou des dissensions dans le couple. Les conséquences de la prématurité ne sont pas forcément joyeuses. Une naissance prématurée demande des parents et un couple plus que solide et bien entouré pour affronter cette épreuve. Parce que sinon la peine est alors double, elle concerne tant le couple que le bébé qui est arrivé trop tôt parmi nous aurait besoin d'un soutien d'autant plus prégnant, continu, sécurisant. Un soutien que nous, parents, ne sommes parfois pas en mesure de lui donner. Alors, cette journée mondiale de la prématurité, le 17 novembre, est l'occasion ici de souligner le travail remarquable des soignants, et notamment des infirmières et infirmiers qui veillent jour et nuit sur nos bébés. Bien que cela ne remplace pas un parent, ni ne pallie certains problèmes structurels des services de néonatologie dont on vient de parler, leurs soins doux et sécurisants, leurs paroles, leurs attentions bienveillantes, apaisantes, constituent souvent les premières interactions extrêmement importantes de nos bébés avec le monde. Cette journée de la prématurité, cette journée mondiale de la prématurité, elle est aussi l'occasion de rappeler les enjeux de la prématurité et le chemin qu'on doit encore parcourir, d'autant plus dans le contexte sanitaire actuel. Soutenir les parents, garantir la possibilité qu'ils soient présents en continu auprès de leurs enfants, les considérer comme de véritables partenaires de soins et non comme des visiteurs, généraliser les soins de développement individualisés et centrés sur la famille, revoir en profondeur les installations des services de néonatologie où sont hospitalisés les bébés, afin de proposer un environnement sécurisant pour les bébés, accueillant pour les parents, aidant aussi pour les soignants. La commission sur les 1000 premiers jours de l'enfant et le rapport du même nom ont fait à ce sujet un travail d'une très grande qualité. Vous trouverez le lien du rapport dans la description de la vidéo. Ces travaux, dirigés notamment par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et la psychothérapeute Isabelle Filiosa, portent des recommandations précises, ambitieuses, mais vraiment pragmatiques, fondées sur les connaissances scientifiques et profondément humaines. Vous pouvez découvrir dans un article dont vous retrouverez le lien en description notre analyse et notre résumé de ce rapport. Ces mesures méritent d'être connues et soutenues comme toutes les actions qui donnent aux enfants prématurés les meilleures chances de s'en sortir et de grandir. Saviez-vous par exemple que jusqu'en 2019, en cas de naissance prématurée, le père ou second conjoint ne disposait pas de jours spécifiques au-delà de ses 14 jours de congé paternité s'il est salarié. On doit à l'association SOS Préma l'avancée majeure que constitue la mise en place d'un congé pour hospitalisation de l'enfant, pouvant aller jusqu'à 30 jours. Une avancée majeure, mais malheureusement encore insuffisante quand on sait que les durées d'hospitalisation peuvent aller bien au-delà de ces 30 jours. Notre fils est par exemple resté à l'hôpital 62 jours. Comment faire pour certains parents lorsque l'employeur demande le retour au travail et que l'hôpital est à plusieurs dizaines, voire parfois même plusieurs centaines de kilomètres? Ces situations méritent une prise en charge et un accompagnement humain, matériel, financier à la mesure de cet enjeu. Concrètement, comment pouvez-vous agir? Alors on va vous donner 3 idées. La première, vous pouvez relayer les contenus, comme cette vidéo, qui vont faire connaître la prématurité. Vous pouvez également soutenir l'association SOS Préma, qui joue un rôle vraiment primordial auprès des familles, auprès des soignants et aussi auprès des pouvoirs publics
pour que les nouveau-nés prématurés et leurs familles soient accompagnés le mieux possible. Pour vous donner une idée, SOS Préma a accompagné depuis 16 ans maintenant plus de 800 000 familles et a vraiment besoin de dons pour fonctionner. Vous trouverez en description un lien direct pour faire un don si vous le souhaitez à l'association SOS Préma. Enfin, vous pouvez soutenir les actions que nous portons chez Petits mais Costauds au service des enfants prématurés et de leurs familles. Nous reversons 10% des ventes de notre boutique en ligne à SOS Préma et nous avons lancé récemment une plateforme de location de vêtements pour bébés prématurés grâce aux dons de parents et pour laquelle nous recherchons bien évidemment du soutien. Nous vous mettons également un lien en description. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé et informé. Vous l'avez compris, ce sujet est important pour nous et pour les dizaines de milliers de familles concernées chaque année par la prématurité. La prématurité, c'est un enjeu de société pour lequel il y a encore du chemin à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la commenter ou à nous contacter via notre site, nous vous répondrons avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt.